bien coucou et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle session de Est-ce que je me rappelle tout ce que je lis, dont je rappelle les règles assez rapidement puisqu'il s'agit dans une liste de livres qu'on a lus et terminés dans notre vie, en fait d'en piocher au hasard pour savoir si oui ou non on se rappelle de quoi que ce soit. Alors bien sûr c'est une sorte de jeu quiz et je ne suis censée m'aider de rien. Alors du coup dans ce but j'avais récupéré ma liste de livres lus de Babelio que j'avais faite et je l'avais mis dans un tableau Excel numéroté, et donc en fait je passe par un générateur de chiffres sur internet qui me donne une liste de numéros au pif, et je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris la liste avec moi bien sûr. Je la récupère et je vous reprends tout de suite. En fait c'était une idée que j'avais piquée après une vidéo de Flowfly dont je vous mettrai le lien comme la dernière fois, ainsi que celle de la vidéo d'origine puisque ce n'est pas de lui, il l'a lui-même récupéré d'une autre chaîne, et qui en fait ça a pour but, en tout cas pour moi en particulier ici, de pouvoir vous parler de mes anciennes lectures dont je n'ai jamais eu l'occasion de parler sur ma chaîne, que je n'ai pas forcément présenté en tag. Après il va y avoir des redites puisque comme je pioche dans tout ce que j'ai lu, bah forcément il y en a peut-être dont vous avez déjà entendu parler, mais ça permet aussi de savoir justement si oui ou non je me rappelle bien de mes lectures récentes. Ce qui n'est pas forcément toujours une réussite, voilà. Et donc, bah écoutez, j'espère que je vais vous présenter des choses intéressantes, puisque moi-même je ne le sais pas. J'ai ma petite liste de chiffres, plutôt que d'en prendre 10 comme la dernière fois, j'en ai pris une quinzaine. Comme ça, si je tombe sur certains dont j'ai déjà parlé la dernière fois, je les dégage, quoi, hein. On va pas reparler plusieurs fois des mêmes bouquins, voilà. Et bien écoutez, sur ce, on va commencer avec le premier de la liste. Il s'agit du numéro 678, donc je vous dis tout de suite de quoi il s'agit, parce que vous n'allez pas non plus rester à me regarder pendant que je fais ma recherche de chiffres, hein. Il y en a 1025, alors on n'aurait pas fini. Alors pour cette première pioche, il s'agit des Piliers de la Terre de Ken Follett. Qui est un livre quand même qui a eu beaucoup de succès, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Si vous ne l'avez pas lu, vous connaissez au moins deux noms, voilà. Donc il s'agit d'une saga qui se passe au Moyen-Âge, à l'époque de la construction des grandes cathédrales gothiques, précisons. Et en fait, on va suivre le destin de plusieurs personnages de cette époque-là, dont certains architectes, sculpteurs, artisans, maçons. Encore une fois, n'oubliez pas que je ne m'aide de rien, alors j'essaie à peu près de me rappeler l'histoire, hein. Je vais peut-être me rappeler que dans les grandes lignes. Alors je sais effectivement qu'on suit toute cette histoire-là d'un point de vue, donc du point de vue de plusieurs personnages, et on va suivre leur histoire avec un petit H, mais également l'histoire avec un grand H en même temps. C'était mon premier Ken Follett, et je n'en ai plus lu d'autres depuis, si je me rappelle bien. Et puis bon, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me connaissent un minimum, j'aime beaucoup les romans historiques, même si je n'en lis pas autant que je voudrais. Et celui-là m'avait beaucoup plu. Je ne l'avais pas lu tout de suite parce que comme c'était quelque chose qui avait été très hypé un petit peu partout, j'en avais marre d'en entendre parler. Et je pense que malheureusement on est quelques-uns dans ces cas-là où du coup ça nous coupe l'envie de le lire. Alors pourquoi est-ce que j'ai fini par me décider? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je sais que j'avais adoré ce livre. Voilà, surtout que moi, un truc qui se passe au Moyen-Âge, c'est complètement mon truc. Un truc historique, encore mieux, qui en plus parle d'artisanat. Alors même si c'est plus de l'architecture et ce genre de choses, mais art, artisanat, ce genre de choses, moi forcément je suis à fond dedans. Donc moi c'était un livre que j'avais adoré. Voilà. Est-ce que je peux vous en dire plus? Sincèrement pas du tout. Sincèrement pas du tout, mais déjà vous avez une petite vague idée de l'histoire, surtout qu'en général au Moyen-Âge les choses étaient assez agitées, donc si je me rappelle bien il y a autant des histoires d'amour que des guerres, il y a un petit peu de tout, et je me rappelle plus en fait à quelle année exactement ça se passe, mais bon de toute façon vu que c'est la construction des cathédrales gothiques, normalement ça doit être 13e, 14e siècle, hein. Voilà. Voilà, en tout cas je peux vous dire que moi je l'avais adoré parce que ça je me rappelle très bien, et puis sur ce on va passer au suivant. Alors pour le suivant, eh bien, il s'agit d'un Stephen King, mais pas un roman. Il s'agit d'Anatomie de l'horreur. Alors Anatomie de l'horreur de Stephen King est une sorte d'essai. J'espère que je ne le confonds pas avec un autre. Mais il me semble que c'est une sorte d'essai de la part de l'auteur qui revient sur tout ce qui l'a influencé dans sa vie. Et donc pour ça, il revient sur des séries, des films, des romans également anciens, donc qui l'ont inspiré dans sa vie, qui l'ont rendu fan de l'horreur, de l'épouvante, de tout ce milieu-là. Et donc il a très certainement indirectement influencé pour devenir écrivain et écrire les histoires
qu'on lui connaît. Voilà. Alors c'est un essai, alors parce qu'en fait il y a une espèce de confusion parce que justement je voulais le relire, je veux le relire bientôt d'ailleurs, et je voulais essayer de le trouver en anglais, puisqu'à l'époque quand je l'avais lu je devais être ado, donc l'anglais c'était pas ça, mais justement je cherchais il y a pas longtemps, et en fait en anglais, parce que j'ai réussi à, au cas où ça vous intéresse aussi, j'ai réussi à comprendre pourquoi j'avais du mal à le trouver, c'est parce qu'en anglais il s'appelle Danse macabre, les mots français. Sauf que en français, on a un recueil de nouvelles d'horreur de Stephen King qui s'appelle Danse macabre et qui n'est pas du tout ce bouquin-là. Et ce recueil de nouvelles en anglais s'appelle Night Shift. Voilà. Donc il faut faire attention, il y a une grande, grosse confusion qui peut arriver avec ces deux titres. Voilà. Donc moi, normalement, celui dont je parle, Anatomie de l'horreur, c'est bel et bien celui qui revient sur la culture de l'horreur. Mais il me semble que c'était très, très axé sur les États-Unis par contre. En même temps, c'est normal, il est américain, hein, donc c'est ce avec quoi il a grandi, ce avec quoi... Mais justement, comme je ne me rappelais pas très très bien et que j'avais envie aussi un petit peu de remonter aux sources de l'histoire de l'horreur, un petit peu des prédécesseurs, etc., je me disais que justement, ça serait bien intéressant de le relire, surtout qu'il me semble bien qu'il était très intéressant. Encore une fois, j'ai lu quand j'étais ado, donc en gros, j'ai dû le lire il y a peut-être 30 ans. Je me rappelle pas de plus que ça. Voilà. Donc en tout cas si certains d'entre vous l'ont lu, moi il me semble bien qu'il était très intéressant, même si c'était un essai, parce que quelquefois il y a des gens qui sont très bons pour des fictions mais pas pour la non-fiction ou inversement, mais là je crois que de toute façon, je veux dire Stephen King, son talent plus qu'autre chose c'est son écriture, qui fait qu'on lit tout très vite, tout passe comme une lettre à la poste au final, même pour des histoires qu'on aime moins. Quand on lit ses livres, c'est vrai que son écriture fait que tout passe quand même, c'est facile à lire, voilà. Écoutez, sur ce on va passer au suivant parce que c'est vrai que je suis quand même étonnée, hein, je me rappelle un minimum. Alors pour le livre suivant, écoutez là ça va aller super vite. Il s'agit des bandes dessinées Cédric. Voilà. Vous savez tout. Alors je sais que j'en ai lu pas mal de volumes puisque apparemment j'ai inscrit du 1 au 8. Et c'était quelque chose que je lisais quand je devais avoir 16-17 ans, puisqu'en fait j'avais une amie qui avait beaucoup de BD comme ça. Et de BD, vous savez, de type humoristique, genre Spirou. Parce que moi, les trucs genre Lucky Luke, Tintin, ça n'a jamais été mon truc. Par contre, Astérix, c'est après les trucs un petit peu humoristiques. Ça, j'aimais bien. Donc j'avais lu les Cédric, il y avait les Julie Claire Cécile aussi qui étaient très, très connus à l'époque. Le petit Spirou, donc pas Spirou mais le petit Spirou, c'est vrai que Spirou j'ai jamais accroché, le petit Spirou j'ai toujours adoré, et donc dans le tas il y avait Cédric. Cédric, je me rappelle que c'était un petit garçon, blond, et puis voilà, c'est tout. En tout cas, si j'ai lu 8 tomes, c'est que ça devait me faire marrer, et c'est que je devais bien aimer. Mais c'est vrai que, voilà, c'est tout. On va passer au suivant. Alors pour le livre suivant, attention, on tape dans du classique, mais classique au sens propre du terme, puisqu'il s'agit de la pièce de théâtre Antigone de Sophocle, que j'avais dû lire pour l'école, je pense. En tout cas, j'ai dû lire au moins un Sophocle pour l'école, mais je sais qu'après, moi, j'en avais lu d'autres personnellement, parce que... quand j'étais plus jeune, en tout cas je pense quand j'étais en primaire, ou quand on entend parler de tragédie grecque, ou dont on a l'impression que c'est des choses vraiment pour les gens très intellectuels et que ça va être chiant à mourir ou compliqué à lire, voilà, l'un ou l'autre. Et en fait quand j'en ai eu un premier à lire à l'école, alors je vous dis, je sais plus lequel c'est, si c'est celui-là ou si c'était Oedipe Roi, ou enfin il y en avait eu plusieurs, en fait je me suis régalée. J'ai trouvé ça très intéressant, très simple à lire. Ça se lit comme n'importe quelle pièce de théâtre. Après, c'est pas du grec, hein, c'est traduit en français moderne, donc forcément. Mais je ne lui ai trouvé aucune difficulté particulière. Les histoires sont toujours hyper intéressantes, surtout si vous connaissez un minimum la mythologie grecque. On sait que c'est toujours le bordel. Alors, soit c'est des tragédies, c'est-à-dire drame sur drame avec des malédictions, des prophéties. C'est, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment les trucs d'horreur, et il y a du sang, ça se tue à droite à gauche.
Même si c'est version ancienne, voilà, des fois il y a des trucs quand même un petit peu costauds. Et puis ça peut être des histoires assez horribles, mais il y a également des histoires très intéressantes de destinée, enfin c'est très tout ce qui est basé sur la mythologie grecque, la mythologie en règle générale en fait. Hein, c'est toujours des choses très avec beaucoup de violence, mais aussi beaucoup de passion, beaucoup de tout est. On a l'impression en fait que tous les sentiments sont très exagérés. Peut-être justement parce que ça correspondait aux croyances de l'époque, ou en même temps là, parce que comme ça devait être une pièce de théâtre, il fallait que tout le monde puisse voir les actes joués, quelle que soit sa place dans l'amphithéâtre, et puis comprendre ce qui se passe, etc. Je pense que c'est peut-être pour ça. Ce sont des histoires en général très intenses, voilà. Alors, l'histoire d'Antigone, il me semble justement, parce que je la relis à Oedipe Roi, si je me rappelle bien, c'était la fille d'Oedipe. Oedipe qui avait déjà eu un destin assez atroce, qui avait malheureusement une prophétie qu'il a voulu éviter toute sa vie, mais qu'il a subi. Et Antigone est plus ou moins le résultat de tout ça, voilà. Et alors par contre, je me rappelle plus dans le détail. Par contre, je me rappelle justement, et ça je pense que c'est très important, surtout pour les gens qui aiment un temps soit peu lire, mais qui ont un petit peu peur des classiques, et surtout des classiques comme ça de l'époque romaine, grecque, enfin antique, et qui souvent se disent, bah, malheureusement, un petit peu comme on le pense tous, que c'est pas intéressant, ou que c'est ennuyeux, ou que ça va être compliqué. Franchement, pas du tout. Je dis pas que c'est le cas de tous les auteurs, parce que bah, j'en ai pas lu suffisamment pour dire si c'est général. Mais personnellement, tout ce que j'ai lu, c'est passé comme une lettre à la poste. Et je les ai lus assez jeunes, hein, parce que je me semble bien que c'était au début du collège. Donc je devais avoir 11 ans, truc dans le genre. Et franchement, ouais, c'est ça, je devais avoir 11-12 ans, et franchement, c'est très très bien passé. Donc si c'est votre cas, que vous avez un petit peu peur de ce type de lecture, moi je vous dis, n'hésitez pas au moins tester. La plupart peuvent se trouver très facilement en ligne gratuitement, parce que ce sont des histoires très très anciennes. Donc voilà, après c'est pas forcément la même chose qu'un livre physique, mais si vous voulez juste tenter, juste pour voir déjà si vous réussissez à apprécier et à lire quelques pages sans avoir l'impression que c'est lourd ou que vous ennuyez, bah, n'hésitez pas. Hein. Je suis quasiment sûre à 99% que ça se trouve gratuitement sur internet. Hein. Voilà. Alors bah, pour les livres suivants, eh ben, écoutez, ça va être aussi très très court parce qu'il s'agit de X de Clamp. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une série de manga de l'équipe Clamp. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Clamp en fait c'était un groupe de femmes mangaka qui écrivaient qui écrivaient plusieurs histoires, qui ont publié beaucoup de chobits et d'elles. Enfin il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'elles ont écrites à plusieurs, toujours. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'autrices, donc elles participent toutes à chaque saga, chaque série, etc. Les dessins de ce que je me rappelle, parce que je n'ai pas lu que X, j'en ai lu d'autres, mais les dessins de ce que je me rappelle étaient très très agréables, très beaux, très facile à lire, et les histoires étaient très très prenantes. Il se passait toujours des choses assez incroyables. Et de ce que je me rappelle de X de Clamp, alors je me rappelle pas du tout de l'histoire. Voilà. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais il me semble juste que c'était une histoire qui mêlait un minimum d'enquête, de surnaturel. Enfin, il y avait un petit peu comme ça plusieurs éléments. Je dois me rappeler plus des couvertures qu'autre chose en fait. Mais oui, il me semble bien qu'il y avait une sorte d'histoire entre de la magie, des pouvoirs surnaturels mélangés avec notre vie de tous les jours. Et en tout cas, je sais que ça avait été une excellente lecture. Alors, plus que ça, voilà, je ne peux pas développer, mais je sais qu'en tout cas, les quelques-uns de Clamp que j'ai lus, j'avais beaucoup aimé. Là, tout de suite, je me rappelle que de X et de Chobits, là, qui m'est revenu directement, elles en ont écrit énormément. Énormément, qui étaient très, très connues dans les années 90. Parce que les années 90, en fait, c'est là vraiment qu'il y a eu... on a vraiment commencé avec les grosses publications de mangas en France, puisqu'avant ça, c'était plus les dessins animés, etc. Et dans les années 90, c'est quand vraiment ça a commencé à se populariser. On a commencé à avoir des séries, mais papier, comme Inuyasha, Ranma 1/2, tout ce genre de choses, Dragon Ball. Et donc, c'est vraiment là, en fait, que ça a vraiment commencé à s'étendre. Et Clamp en fait a fait partie, sans être des premiers, mais en tout cas très rapidement faire partie de toutes ces sagas qui arrivaient à une époque où j'en consommais beaucoup.
et que du coup, peut-être que je mélange aussi un petit peu les histoires. Mais je pense que pour ça, le peu que je vous ai dit, c'est pas grand-chose, mais je pense que je me suis pas gourée. Voilà. Alors pour le livre suivant, on repart dans de la BD avec Zombielénium. Alors Zombielénium d'Arthur Depin, c'est une BD que j'ai déjà présentée à plusieurs reprises, il me semble, sur ma chaîne. Donc ça va, je me rappelle plutôt pas mal. Alors Zombielénium, il s'agit d'une BD qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui est un petit peu goth, un petit peu, et qui en fait va s'avérer être une personne qui a des pouvoirs puisque c'est une sorcière et qui travaille dans un parc d'attractions. Ce parc s'appelle Zombielénium. Quelle est la particularité de ce parc d'attractions? En fait, il n'embauche que de véritables monstre. C'est-à-dire que c'est un parc qui est censé faire peur aux gens, vous savez, un petit peu comme les parcs d'horreur, avec des créatures comme les zombies, les momies, donc qui ont des chorégraphies, des jeux, sauf que les momies sont des vraies momies, les zombies sont des vrais zombies, les fantômes sont des vrais fantômes. Voilà, donc en fait, ils recrutent à droite à gauche, ils vont en Égypte pour aller recruter des momies. Quand il y a un accident de la route, ils viennent récupérer le fantôme pour voir s'il veut bien signer un contrat pour travailler chez Zombielénium, de façon à ce qu'il ne passe pas de l'autre côté et qu'il puisse rester sur notre plan spirituel, on va appeler ça. Et donc, en fait, l'histoire tourne autour de ce parc d'attractions, comment ça fonctionne, quelle est la vie d'entreprise dans une compagnie qui fonctionne en fait uniquement gérée par des créatures de l'au-delà et qui malgré tout ont les mêmes problèmes administratifs que l'on connaît tous dans des administrations, dans tout ce genre de choses. Voilà, donc personnellement, c'est une BD que j'aime beaucoup, en tout cas les 3 premiers tomes. Voilà, je l'ai trouvée excellente. Pourquoi? Parce que déjà, alors j'aime bien les dessins. Ça, c'est personnel parce que c'est du dessin digital. Alors attention, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'art graphique digital et l'intelligence artificielle, c'est 2 choses complètement différentes. Voilà, quelqu'un qui fait de l'art digital, c'est du vrai travail d'artiste. Hein. C'est pas juste taper 3 mots pour avoir une image, voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec les graphismes à cause de ça. C'est vrai que la colorisation, tout ce genre de choses est un petit peu différente, mais c'est aussi voulu par l'artiste. Puisqu'en art digital, on peut aussi reproduire les techniques traditionnelles, ne serait-ce que pour l'aspect de l'image, et voilà. Sauf que là, c'est vrai que ça fait très lisse, ça fait très moderne, mais personnellement, je trouvais que ça passait très bien, et ça donnait une très très belle image, voilà. Donc moi, personnellement, ça m'a plu. J'ai trouvé que l'histoire était très originale, justement, très drôle. Il y avait beaucoup de choses à cause du contexte et des situations qui mêlent des situations de tous les jours avec les paradoxes de ce type de personnage et du coup qui rendaient le truc, mais franchement, hilarant. Alors, Zombielénium a 6 tomes. J'ai adoré les 3 premiers tomes. Quand j'ai lu le 4e tome, j'ai déjà beaucoup moins aimé. Alors je me suis demandé si c'était le soufflet qui était un peu retombé ou si c'était moi parce que j'avais lu les 3 premiers tomes longtemps avant et je me rappelais pas forcément de tout. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai relu depuis le début pour lire le 4e tome et en fait ça n'a pas changé. Et le 5e tome en fait m'a donné la même impression. Pas qu'ils sont mauvais, pas déconner, ils sont pas mauvais. Mais je trouve que par rapport aux 3 premiers, il n'y a pas du tout cet effet un petit peu coup de poing, vachement humoristique, très très différent, très original. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu plan-plan, où les blagues aussi tombaient un petit peu à plat. Voilà. J'ai pas lu le 6, qui est le dernier. Il faudra peut-être que je lise d'ailleurs, parce que vu que c'est la fin de l'histoire quand même. Et voilà. Voilà donc ce que j'ai à dire. Écoutez, celui-là, du coup, je m'en rappelle, mais c'est vrai que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Donc je pense que d'en avoir parlé, y compris après la lecture et puis ensuite vous savez quand on fait les montages on s'écoute, il n'y a pas le choix et du coup je pense que ça a aidé au niveau de la mémoire. Voilà. Alors pour le suivant on retombe sur un manga. Alors j'ai oublié de préciser que forcément ce sont des chiffres uniques. Donc quand je tombe dessus, je tombe que sur un tome, mais je vais pas vous faire le commentaire pour un tome, ça sert à rien. Si je me rappelle pas du tome 4, je vais pas me rappeler du tome 2 ou du tome 6, voilà. Puis je sais pas vous, mais même une histoire dont je me rappelle, je ne vais pas me rappeler qu'est-ce qui se passe, à quel moment, dans quel tome. Voilà. Donc là on repart sur du manga, un manga malheureusement dont je n'ai lu que les premiers tomes, il s'agit de Monster de Naoki Urasawa. Et Monster... encore une fois, ça va être difficile au niveau de la mémoire. Vous me direz, c'était le but du jeu, hein. C'était aussi que je me plante un minimum. En fait, Monster raconte... Alors, je sais que ça raconte l'histoire de 2 enfants, 2 jumeaux, qui sont très très particuliers et qui sont nés dans des conditions spéciales. Et en fait, le personnage principal, c'est le médecin
qui soit les a fait naître, soit s'est occupé d'eux quand ils étaient petits dans son hôpital. Et en fait, il se passe, il me semble, une série d'événements pour lesquels le médecin en question pense que ses enfants sont impliqués. Voilà. Alors, j'ai commencé à les lire en fait quand ils sont sortis en France. Ce qui veut dire qu'il y avait un tome qui sortait tous les 36 du mois. Voilà. Et puis en même temps, à cet âge-là, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas beaucoup de... Donc même juste pour les acheter ou pour... C'était un petit peu compliqué. Et du coup, alors je ne sais plus combien j'ai lu de tomes ici. Je vois que j'en ai mis une 9. En sachant qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine. Mais, vous me direz, j'ai rentré ces informations-là il y a un moment, hein, donc peut-être qu'à ce moment-là, je me rappelais. Voilà, je me rappelle absolument pas si... en fait, non, je me rappelle pas tout court, voilà. On va pas essayer de me rappeler de ce que je me rappelle pas, je me rappelle pas, voilà. Par contre, je sais que j'avais beaucoup aimé et que c'est une histoire, et un auteur d'ailleurs, dont je veux absolument lire l'œuvre. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé les graphismes, et j'ai surtout beaucoup aimé l'histoire. Je sais que c'était très intriguant. Il y avait quelque chose, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de... les faciès, les expressions, les événements. On est constamment en train de soupçonner des millions de choses en même temps. C'est le genre d'histoire, vous savez, où je pense qu'on nous met des indices à droite à gauche et sans s'en rendre compte, du coup, on a le cerveau qui bouillonne de se dire « Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Est-ce que... » Et puis en même temps, on ne suit qu'un point de vue. Donc c'est pas non plus évident en ne voyant que la même chose que le personnage principal voit, d'essayer d'en tirer des conclusions. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser à 50 millions de choses en même temps. Ça a été la même chose quand j'ai voulu commencer 20th Century Boys du même auteur. Ça, par contre, j'en ai lu que 2 ou 3. Ça, je sais que c'était vraiment pas beaucoup pareil parce que j'ai commencé, je me suis dit, oh cool, j'avais bien aimé Monster, je vais aussi commencer celui-là, puis c'est pareil, je me suis retrouvée à, ils en sortaient pas suffisamment, puis après, la vie prend son cours, et puis on n'a plus le temps de s'occuper de ça, quoi, voilà. Donc c'est un auteur que je veux absolument lire, relire, parce que je trouvais que c'était extrêmement bien raconté. Ça, c'est vraiment le souvenir qui est ancré dans ma tête. Sincèrement, c'est des trucs qui sont juste sympas ou bof, ou je vais même pas me rappeler de la sensation que j'ai eue. Mais là, j'ai vraiment le truc de non, c'était vraiment très bien. Donc voilà, donc celui-là, par contre, je veux absolument... il faut juste que j'y pense, en fait. Parce que quand on a beaucoup de choses à lire, des fois c'est un peu difficile de se rappeler de tout ce qu'on veut. Mais lui, par contre, je veux absolument pouvoir en lire bientôt, j'espère. Alors là, on tape dans du vieux de chez vieux. Il s'agit du livre Sourde, muette, aveugle d'Hélène Keller. Alors Hélène Keller était une Américaine qui est née sourde et aveugle et muette. Et qui donc a été obligée de passer sa vie comme ça dès le début, c'est-à-dire avec absence totale de communication, de moyens de communication, et qui a dû absolument tout apprendre dès le début avec son entourage. Alors je ne sais plus, elle est hyper connue en plus, Hélène Keller, en tout cas aux États-Unis, je sais qu'elle est très connue, et je sais que j'ai lu ça, j'étais en primaire. Pour vous dire, ça remonte à loin. Très loin, mais c'était ça a dû être l'un des premiers romans, en tout cas de non-fiction, que j'ai dû lire dans ma vie. Et je sais que j'étais quand même assez petite, hein, du coup, quand je l'ai lu, et ça m'avait beaucoup marqué, puisque je me rappelle vraiment je me rappelle en fait de certaines scènes où justement des personnes autour d'elle étaient en train d'essayer de lui apprendre à communiquer par rapport aux vibrations dans la gorge, c'est-à-dire juste en touchant la vibration. Parce qu'effectivement, les personnes qui sont aveugles, il y a quand même le son. Les personnes qui sont muettes, elles peuvent quand même regarder les mouvements des lèvres, ou sourdes, pardon. Désolée, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours un autre sens qu'on peut faire intervenir. Et là, donc, il s'agissait majoritairement du toucher. Voilà, parce qu'il y avait quasiment que ça. Mais communiquer que avec le toucher quand on ne sait pas ce qui est juste à proximité, quand on a une personne en face, et que c'est vachement compliqué. Et c'était une femme, il me semble, qui a fait beaucoup justement pour améliorer les conditions des personnes qui ont ce type de handicap. Et alors après, je me rappelle plus dans le détail, ça craint parce que c'est quand même quelqu'un de super connu.
Mais oui, mais je vous dis, j'ai quand même certaines petites scènes comme ça, certains petits épisodes. C'était vraiment ce truc de la gorge qui m'avait marqué quand j'étais petite, parce que vous savez, quand on est enfant, on n'a pas forcément encore été confronté à beaucoup de différences. C'est-à-dire que des fois, il y en a peut-être une ou deux dans sa famille, à l'école, mais enfin, pas 36 000 non plus. Et donc, c'est quelque chose que si on ne l'a pas vraiment connu, c'est très difficile de se l'imaginer. Et du coup, quand on le lit détaillé, ça marque. Ça marque justement parce qu'on se dit, mais en fait, il y a des gens qui vivent comme ça, qui doivent trouver des solutions pour pallier à ce type de problème et pouvoir avoir une vie normale. Et ouais, je sais que ça m'avait beaucoup intéressé. Par contre, alors j'allais dire, je ne sais pas si ce livre existe encore depuis le temps. Il est possible qu'il existe, mais il a dû être réédité, ou alors, enfin voilà, ils l'ont fait peut-être différemment, ou je me rappelle pas du tout de la couverture par contre. Je suis curieuse, est-ce que certains d'entre vous ont lu ce bouquin? Parce que je vous dis, ça remonte à tellement loin que j'étais en primaire et je devais être au CM1 ou au CM2, truc dans le genre. Donc je devais avoir 8-9 ans. Ouais. Et c'était pas un livre à moi, c'était un livre de la bibliothèque. Vous voyez, je me rappelle quand même de certaines choses. Pas trop de détails de l'histoire, mais le contexte. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, des fois on se rappelle comme ça du contexte, des moments où on a fait les choses, sans forcément se rappeler tant que ça du contenu. Et je pense justement que c'est peut-être parce que à ce moment-là, ma lecture m'avait marqué. Et du coup, je me rappelle peut-être juste de l'environnement. Plus qu'autre chose. C'est possible, hein, c'est possible que la mémoire fonctionne comme ça aussi. Alors, là on attaque sur un livre très connu également. Il s'agit de Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qu'une amie de l'époque m'avait offert. Je sais plus si c'est pour un anniversaire ou un truc comme ça. Et que je n'avais pas spécialement aimé. Alors pourquoi est-ce que je l'avais pas aimé à l'époque? Alors déjà... Ça ne devait pas aider parce que pour ceux qui regardent déjà ma chaîne, vous savez que la romance et les histoires d'amour, ça m'ennuie profondément. Quand ce n'est qu'une petite partie de l'histoire et qu'il y a d'autres choses autour, ça c'est pas grave, voilà, il faut de tout dans une histoire, ça c'est bien. Mais quand l'histoire est complètement centrée là-dessus, je m'en fous un peu en fait, voilà, à moins qu'il y ait un truc vraiment exceptionnel ou... voilà, donc déjà, Belle du Seigneur, c'est une romance. Voilà. Je le savais pas à l'époque, mais c'est pas grave, je l'ai lu, bref. Et alors, si je me rappelle bien, l'une des choses qui m'avait dérangée, c'était comment on appelle ça, le format d'écriture. Parce que c'est pas le style d'écriture en soi, c'est le format. Si je me rappelle bien, ce sont des phrases avec très peu de ponctuation, pour pas dire pas du tout, mais genre, une phrase pouvait faire 3 à 4 pages. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin, on sait plus ce que ça racontait au début. Voilà. C'est très étrange et du coup, j'ai trouvé que c'était très lourd. Et pourtant, bizarrement, j'ai lu un roman comme ça il n'y a pas longtemps, L'année de la mort de Ricardo Reis, qui était d'un auteur portugais. Et pareil, il n'y avait pas de ponctuation. Je crois qu'il n'y avait pas de ponctuation du tout. Et bizarrement, c'était très bien passé. Mais par contre, c'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de... Il y avait un mélange entre une histoire d'immigration, la personne avait une façon de décrire les... Je me rappelle beaucoup des scènes en fait de nature, de la mer, du temps, de tout ce genre de choses. Vraiment, on avait l'impression de le vivre et du coup, ça coulait de la même façon en fait qu'un paysage où le temps coule en fait quand vous les regardez, sans forcément que vous mettiez des mots dessus. En fait, c'était ça le principe. Dans Belle du Seigneur, j'ai trouvé ça lourdingue et j'avais du mal. Et surtout, je me rappelle que je n'avais eu aucun attachement et surtout aucune empathie pour aucun des deux personnages. Pareil, je l'ai lu il y a très longtemps. Maintenant, il n'y a pas très longtemps, je suis retombée sur des avis justement sur ce livre. Et il semblerait que c'était surtout un roman où, malheureusement, comme beaucoup de romances en général, ce n'est qu'une romanticisation d'une relation complètement toxique. Voilà. Est-ce que du coup c'est ça qui fait que je m'étais pas attachée au personnage ou que j'avais limite de l'aversion vis-à-vis d'eux? C'est possible, je ne sais pas. Je ne sais sincèrement pas parce que voilà, je n'ai pas aimé le livre, je n'ai pas aimé la construction
du texte, je n'ai pas aimé les personnages, et donc forcément j'ai pas aimé le bouquin, j'ai pas aimé l'histoire. Mais est-ce que c'est l'écriture qui m'a fait ressentir ça, ou est-ce que c'est le fait que ce soit une relation toxique, même si je mettais pas ce type de mot-là dessus à l'époque? Je peux pas vous dire. C'est un grand classique, hein. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est l'une des plus belles histoires d'amour qui a été écrite. L'amie qui me l'a offert, hein, c'était ce qu'elle considérait aussi. Après, il y a des livres effectivement que plusieurs générations plus tard, on se rend compte que c'était assez problématique. Après, bon, bah, ça correspond parfois à une époque, etc. Mais voilà, en gros, je ne l'ai pas aimé du tout. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu et qui l'ont aimé? Parce que c'est vrai que, comme je n'ai plus du tout de contact avec cette personne, je ne connais personne d'autre qui ait lu ce livre, alors que je sais qu'il est plutôt très lu. Et je suis curieuse de savoir, quand on aime ce roman et quand on trouve effectivement que c'est une belle histoire, qu'est-ce qui fait, quels sont les éléments qui vous font ressentir que c'est une belle histoire, ou que c'est une histoire d'amour qu'on a envie de partager, ou en tout cas que ça vous touche d'une façon ou d'une autre, peut-être aussi en négatif, mais du coup qui vous rend le livre plus intéressant que ça ne l'a été pour moi. Voilà, j'avoue, je suis bien curieuse de le savoir. Et bien pour la dernière petite pioche, on va tomber sur un livre dont j'ai déjà aussi parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Je veux devenir moine zen de Miura Kiyohiro. Voilà, c'est écrit en tout petit, hein, puis je me fais vieille, alors on y voit de moins en moins bien. Alors, Je veux devenir moine zen nous raconte l'histoire d'un enfant qui, depuis qu'il est petit, a absolument voulu devenir moine. Pour des raisons qui n'étaient pas vraiment religieuses en fait, parce que c'était plutôt l'ambiance, c'était plutôt le fait aussi de vouloir un petit peu partir de chez lui. Enfin, il y avait plusieurs conditions qui font que il voulait absolument faire ça, et en même temps, il avait quand même une certaine curiosité pour ce type de choses. Une curiosité mais pas la discipline, voilà. Et par contre c'était la discipline qu'il devait absolument apprendre s'il voulait absolument faire ce type de métier, parce que parce qu'il faut être discipliné pour être moine bouddhiste. Voilà. Et puis je pense pour n'importe quel responsable dans une religion, faut marcher au pas, hein, parce qu'il y a un paquet de règles. Voilà. Alors du coup, j'avoue que le sujet m'intéressait beaucoup, puisque si je ne suis absolument pas quelqu'un de religieux, dans un contexte historique, sociétal, artistique, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est une grande part de ce qui fait notre société et puis l'humanité depuis qu'elle existe. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que ça m'intéresse, et effectivement, sachant que c'était une histoire vraie, ou en tout cas inspirée d'une histoire vraie, c'est vrai que j'ai été plutôt intéressée par le contexte, savoir qu'est-ce qui nous pousse à vouloir faire ce type de choix, surtout quand on est enfant. Et puis bien sûr, la couverture aussi m'a beaucoup attirée. Bon, ça se passe au Japon, mais c'est surtout le fait de voir un moine sur une estampe dans la neige. J'avoue, j'aime beaucoup les estampes japonaises dans la neige. Dans la neige ou dans la nuit, je trouve qu'elles ont vraiment quelque chose de très particulier. Et bon, forcément, voilà, j'avais craqué sur le bouquin. Je ne sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais si je me rappelle, je vous mettrai le lien quelque part. Et malheureusement, c'est une lecture qui ne m'a pas plu du tout. Parce que, enfin, pas plu du tout. Non, j'ai pas détesté, faut pas déconner non plus. Mais c'était bof. Parce que je me suis beaucoup ennuyée. J'ai trouvé justement que les passages, les descriptions qui pouvaient être intéressantes, c'était très plat. Ça peut être un problème d'écriture, mais le problème d'écriture peut être un problème de traduction, malheureusement. Puisque je n'en suis pas encore au stade de pouvoir lire des romans, en tout cas des romans adultes en japonais, donc forcément, puis à cette époque-là, on a l'impression que c'était il y a 80 ans. Mais c'est vrai que j'avais pris la version française, hein, puisque je l'avais acheté en France. Et c'est vrai que du coup, j'ai été très déçue, parce que j'en attendais quand même beaucoup d'une certaine façon. Parce que je m'attendais à ce que ça touche certaines cordes sensibles pour moi, comme le Japon, les paysages, la nature. Je pense que la couverture aussi sous la neige m'a un petit peu trompée, puisque ça c'était plus mon imagination, c'est pas la faute du bouquin. Mais je m'attendais justement, avec le côté moine zen, d'avoir vous savez, dans les romans japonais, il y a quelque chose qu'ils ont en commun pour beaucoup d'entre eux. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux, c'est ce côté un peu onirique, où on a l'impression en fait un petit peu de respirer les éléments, de respirer la nature et de flotter un petit peu dans les histoires qu'on nous raconte. Et je m'attendais aussi à retrouver un petit peu ça, mais avec des éléments naturels, surtout avec un moine qui est censé bien étudier sa propre spiritualité, et puis la spiritualité de ce qui l'entoure aussi. Et puis en fait, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti, parce que je me suis un peu fait chier, voilà. Donc du coup, ça m'a frustrée.
Et du coup, bah, ça m'a pas plu. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, sur ce, eh bien je vous dis à très bientôt. J'espère que vous faites de très bonnes lectures et puis surtout que tout va bien pour vous, que vous profitez bien des vacances si vous en avez, et puis sinon bah, que vous prenez un petit peu de temps pour vous reposer et puis surtout pour bouquiner. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.